Bon, bonjour à tous. Voici ma vidéo à propos de ma dépression. Voilà, sur mes 7 années de vécu de dépression. Je vous le dis tout de suite, vaut mieux l'écouter. Il va rien se passer à l'écran, il va pas avoir de montage, pas avoir de coupure, ça va être vraiment plus comme un podcast. J'ai divisé la vidéo en 3 parties. Une portion qui peut intéresser beaucoup plus de monde, je pense, et qui peut être plus utile à tout le monde. Une portion où je me pose des questions que les gens peuvent se poser, ou qu'on m'a déjà posé aussi par le passé, à propos de la DEP. Donc ça va être la première partie. La seconde, ça va être les pistes que je peux vous proposer si vous vous sentez mal dans votre vie, ou mal dans votre peau, pas forcément besoin d'être en dépression, hein, évidemment, pour suivre les pistes que je peux vous proposer. Et après, je vais vous raconter mon histoire, et bon, raconter ma vie plus en mode story time. Ça intéresse moins de monde, je pense. Donc je le mets en dernier, je l'ai mis en dernier. Voilà, écoutez-le, faites autre chose, faites une petite séance de sport, faites à manger, pliez votre linge, j'en sais rien. Mais voilà, la vidéo va être un peu longue. Je suis un peu désolé, mais j'aimerais bien exprimer un peu tout ce que j'ai à dire sur la question, sur les questions que vont soulever cette maladie très grave. Donc, je me présente, voilà, Valentin, j'ai 22 ans, je suis tombé en dépression en 2018, donc à mes 15 ans, en dépression profonde, avec une phobie sociale et une phobie scolaire, qui ont accompagné celle-ci, ou qui ont encouragé à ma chute dans celle-ci. Les questions que donc j'ai écrit, j'ai commencé, je regarde un peu l'écran là parce que j'ai mes petites notes. J'ai deux trois notes, même si la plupart de ce podcast, si on peut appeler ça comme ça, va être plus improvisé, plus naturel. Je veux me rapprocher beaucoup de l'authenticité. Donc première question, qu'est-ce que ça fait d'être en dépression? Les effets sur la motivation, sur les projets, etc. Ce que ça fait, je pense que tout le monde a un ressenti différent, a une expérience différente de sa déprime, sa dépression. C'est deux choses différentes, encore une fois, évidemment. Prendre un peu mes mots avec des pincettes. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, je veux juste partager mon expérience. Donc personnellement, ça a beaucoup dépendu de mon âge, ça a beaucoup dépendu... ça dépendait beaucoup, pardon, dépendu, ça veut rien dire. Ça dépendait beaucoup de mon âge, de mes situations. Il y a des moments où je me sentais vraiment très très mal, vraiment très seul. Ce que je peux dire et que j'ai l'impression que j'ai vu chez certains, parce que j'ai fait deux trois recherches, c'est que tu peux, il y a des moments où tu vas avoir beaucoup de pertes de motivation. Voilà, moi ma première année sous dépression, j'étais enfermé seul chez moi. Il y avait la phobie sociale et la phobie scolaire qui aidaient pas aussi, mais j'étais enfermé seul chez moi, aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Je ne savais plus rien faire, je n'avais plus goût à la vie en fait, tout simplement. J'ai été à des stades de dépression qui étaient quand même assez... je suis quand même passé par des stades assez forts émotionnellement, à tanker, voilà, à résister. Et du coup, ça pompe énormément d'énergie, déjà de se sentir comme ça. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup soutenu, mais les voir souffrir, entre guillemets, par ma faute, parce qu'ils me voient mal, et forcément, quand ta mère sait que t'as des pensées suicidaires, que t'as des pensées très très noires, ça la met pas dans un super état, et voir ma mère dans cet état, ça m'a beaucoup touché. Au niveau du lancement de projet, je n'y arrive pas. Je n'y arrivais pas à un moment de me lancer dans quoi que ce soit. Même encore en ce moment, je suis encore en état dépressif, hein, je suis encore diagnostiqué dépressif par des professionnels de la santé, évidemment. Hein, je ne me suis pas auto-diagnostiqué, évidemment. Je lance des projets qui n'aboutissent jamais, que je ne finis jamais. J'ai fait une vidéo hyper où j'ai monté pendant je sais pas combien d'heures, 2 minutes de vidéo sur l'addiction, les addictions en général et l'addiction à l'alcool, que j'ai jamais sorti parce que je trouvais que j'étais jamais à la hauteur, que j'étais jamais assez bien, que devant une caméra j'étais pas assez bon, qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas, quoi. Et c'est un des projets parmi tellement d'autres
qui sont tombés à l'eau parce que tu perds la motivation. Tu te lèves le matin, tu te sens bien et d'un coup, tu te rappelles d'à quel point tu te valorises pas, quoi, que tu te mets mal. On va passer à une autre question, les douleurs ressenties. Ouais, les douleurs ressenties, j'ai noté une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, comme une sorte de compte à rebours. À quel moment est-ce que je vais craquer? À quel moment est-ce que je vais sombrer? Euh, j'ai eu beaucoup ce truc-là, moi, pendant mes premières années de dépression, de déprime, où mon cœur était vachement noué, ma gorge était nouée en permanence. C'est des sensations que je souhaite à personne, que je n'ai jamais ressenties dans d'autres situations, sincèrement. C'est hyper particulier. J'ai eu aussi des tics, j'en ai encore, si jamais vous me voyez faire des petits mouvements avec mes paupières, mes joues, c'est des tics d'angoisse, voilà. Et bon, bah, les pensées un peu noires, qui sont évidemment un syndrome, de la douleur dépressive. Voilà, le manque d'estime en soi, enfin, il y a tellement de choses, mais celle-là, c'est les douleurs principales, je pense, et c'est tellement indescriptible, en fait, ça te puise, ça te draine ton énergie tout le temps, en permanence, c'est en continu, et c'est vraiment une douleur unique, voilà. C'est quelque chose limite indescriptible, et que je souhaite à personne. Si vous n'avez jamais connu ça, bah, je vous souhaite tout le meilleur, évidemment, et de jamais avoir affaire à ça. Les questions, on se pose aussi beaucoup de questions à nous-mêmes. Enfin, personnellement, j'ai été perdu parce que je parle évidemment de mon expérience, hein. Toutes les dépressions, les périodes compliquées de chacun sont différentes. Donc, je parle de mon expérience encore une fois, où moi j'ai été perdu, j'ai eu besoin de sens, bah, comme tous les adolescents, vous allez me dire. À ce moment-là, là aujourd'hui j'ai 22 ans, hein, je sais pas si je l'ai précisé, mais voilà, à l'époque, ouais, j'avais 15 piges, une recherche, on est dans une recherche perpétuelle du bonheur, un peu comme dans la série BoJack Horseman, si vous l'avez vu, où bah, on recherche, oui, le personnage principal recherche du sens et du bonheur, et en fait les personnages les plus heureux sont ceux qui se posent le moins de questions au final, mais on va pas rentrer dans ces débats philosophiques, je m'estime pas assez compétent pour pouvoir en parler, mais c'est des questions qu'on se pose, que très régulièrement, qui tournent en boucle dans nos têtes, qui, ouais, qui nous empêchent de dormir, avec les pensées euh, compliquées qu'on peut avoir le soir, la nuit. C'est ouais, vraiment très très particulier, très compliqué par moment. La réaction de ma famille par rapport à mes phobies sociales et scolaires, donc je vais parler plus de ça. Donc phobie sociale, pour ceux qui savent pas, c'est une, phobie, la peur des interactions, voilà, avec les autres, ou un état, comment, pour le vulgarifier, je sais pas comment dire, excusez-moi pour mon vocabulaire un peu limité. Pour dire ça de manière vulgaire, c'est t'as peur, c'est de la timidité à l'extrême, poussée à l'extrême, poussée à son paroxysme. Donc quand je devais prendre le bus pour aller quelque part, je réfléchissais pendant 2 jours avant, jusqu'à 2 jours avant, ou dans mon lit, j'y pensais, où je me disais, purée, comment je vais dire bonjour au chauffeur de bus? Est-ce qu'il faut que je lui dise au revoir? Est-ce qu'il faut que je le regarde dans les yeux ou pas? Des questions, mais tellement euh, épuisantes, en fait, mentalement, psychiquement. Ça te prend vraiment euh, aux tripes. Et c'est des périodes voilà, qui sont vraiment très très particulières, très compliquées. Et cette phobie sociale, c'est voilà, que ce soit pour ça, que ce soit au moment d'interagir avec des gens qui nous rentrent dedans sans faire exprès, qui te disent pardon, tu sais pas comment t'y penses, tu sais pas comment réagir, t'y penses pendant toute la journée après, tu loupes une interaction, tu as l'impression de louper une interaction, alors que les gens s'en foutent complet, ils se rappelleront plus de toi 2 jours après. Tu vas y penser pendant toute la semaine, il y a tu vis chaque interaction comme un mini trauma, en fait, c'est vraiment, vraiment vraiment particulier comme phobie. La phobie scolaire, bon, bah, ceux qui ne connaissent pas, c'est assez explicite dans son nom, où tu as la peur de l'école, la peur
d'aller à l'école, la phobie d'y aller, que ce soit pour n'importe quelle raison. Il y a tellement de raisons qui peuvent te pousser à développer une phobie scolaire. Moi, pour le coup, ça a été des traumatismes liés plus à de l'harcèlement scolaire, que j'ai pu vivre beaucoup plus jeune, qui sont ressortis à certaines périodes de ma vie. Mais c'est leur réaction, du coup, pour revenir à la réaction de ma famille à vos questions, maintenant que j'ai- je vous ai expliqué un peu ce que c'était les différentes phobies, les deux phobies que j'ai subies. Ma famille, j'ai une mère qui est professeure au collège, et qui ne comprenait pas du tout. À ce moment-là, en 2018, c'était pas... et ça l'est toujours pas, hein, hyper bien... C'est pas hyper populaire, mais ma mère voyait des cas d'harcèlement évidemment au collège. Mais le truc, c'est que moi, j'arrivais pas à l'extérioriser, j'arrivais pas à lui dire, ce qui nous lançait dans une sorte de confrontation où ma mère et moi, on se comprenait plus, où bah, je suis parti vivre chez mon papa, chez mon père, parce que ma mère ne comprenait pas et voyait ça comme un caprice d'enfant qui veut pas aller à l'école, parce que, bah, enfin, il a pas envie et qu'il préfère rester enfermé chez lui, jouer à des jeux vidéo. Ce qui n'était évidemment pas le cas, hein. Je jouais pour oublier, pour ne pas penser à tous ces problèmes, à ne pas penser à toutes ces questions, ne pas tourner en boucle. Et ma mère n'arrivait pas à le comprendre. Mon père avait un peu plus de facilité, parce qu'il me ressemble peut-être un peu moins. C'est un peu paradoxal, mais connaissant mes parents, en tout cas, on a tous des parents très différents, et c'est ce qui fait aussi de nous qui on est. C'est grâce à eux qu'on reçoit de l'éducation, qu'on a la chance de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre aussi d'eux. Et bah, mon père aussi le comprenait pas tout, mais comprenait un peu mieux que ma maman, qui était dans le vif du sujet, quoi. Donc bah, j'ai commencé à être... Ils m'ont directement fait suivre une thérapie, hein, avec des professionnels de la santé qui m'ont beaucoup aidé, et qui ont pu mettre des mots un peu là où j'y arrivais pas, qui ont pu mettre des mots à mes parents, quoi, communiquer à mes parents, expliquer à mes parents ce que moi je n'arrivais pas à extérioriser. Tout simplement, ça m'a l'air pas mal pour cette question. Comment moi je gère ça et comment je me comporte en relation amoureuse? Là, c'est une grande question aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui rejettent et je leur jette pas la pierre, évidemment, qui rejettent certaines personnes parce qu'ils sont sous maladie, ils ont subi des choses. Moi, personnellement, en tout cas, en amour, je suis très, j'ai beaucoup de mal à extérioriser un peu mes pensées, mes peurs, et je sais qu'en amour, ça a jamais été un problème, que mes copines n'ont jamais subi mes problèmes de santé. Bon, bah, j'arrivais beaucoup à le cacher, mais il y a des fois où bon, bah, ça prenait un peu le dessus. Mes crises d'angoisse, c'est pas moi qui choisis quand est-ce qu'elles arrivent. Et bah ouais, pour le coup, ça n'a pas impacté. J'ai eu des relations, sur toutes mes relations, il n'y en a qu'une qui a mal fini. Tant qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est bien éduqué, qu'on est bon, il faut aussi que bah, notre partenaire arrive à l'accepter, que tout soit clair aussi. J'étais clair, je disais que, écoute, moi ça va pas bien dans ma vie, je fais ce que je peux pour m'en sortir, et je veux pas que ça empiète sur notre relation, mettre tout au clair avec. Si faut faire attention au syndrome du sauveur de son ou sa partenaire, hein, ou qui peut très vite apparaître et très vite être nocif pour la relation. Mais c'est vrai que personnellement, bon bah, même si des fois je pouvais avoir des humeurs qui changeaient assez vite, liées à la prise peut-être de médicaments aussi, hein, on va en parler après, ouais, c'est la question d'après. Euh, J'arrivais à cacher, et j'ai toujours réussi à cacher un peu mes émotions. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, j'ai pas la bonne réponse, mais en tout cas, mes relations sont toujours très bien passées, et euh, ça n'a jamais été un obstacle. Ça l'a été peut-être avec certains flirts, avec certaines filles,
au niveau de la peur de s'engager avec quelqu'un de malade qui subit cette maladie. Et comme je l'ai dit avant, c'est pas pour jeter la pierre à ces filles, c'est normal, je comprends. Franchement, je comprends. On a peur de vivre quelque chose de compliqué, de subir aussi. Il y a beaucoup d'histoires où, quand ça se finit, bah, il y a une sorte de brise d'otage où la personne malade dit non, t'en vas pas, sinon je vais me faire du mal, etc. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Donc je peux comprendre que ça soit peut-être une sorte de red flag, mais sincèrement, c'est aussi quelque chose. Bon, bah, il faut éduquer les gens là-dessus. Euh, c'est quelque chose de faux, c'est une idée reçue. Voilà, les gens dépressifs, ça dépend de notre stade aussi hein, de maladie, mais peuvent aimer et peuvent aimer très fort. Et le plus important, de toute façon, je pense qu'en amour, ça reste l'éducation. Mais bon, je ne suis pas non plus le meilleur euh, type pour vous parler de ça. Je suis pas psy ou pro ou de l'amour. Je m'appelle juste Valentin, c'est déjà pas mal. Et, et je vous parle évidemment de mon expérience. Les effets des antidépresseurs, les effets indésirables des médicaments. Les effets, ça aussi, ça dépend ça dépend en fait. Hein, ça, je vais beaucoup répondre, ça dépend, mais il y a des traitements qui fonctionnent, des traitements qui fonctionnent pas, des traitements qui mettent du temps à fonctionner. Il faut être très patient, très très patient. Faut encore en ce moment, je change de dosage, je change de molécules assez régulièrement. Hein. Je suis entouré de professionnels de la santé, je le fais pas moi-même, je ne suis pas Heisenberg, we have to cook, Jesse Pinkman. Je ne suis pas du tout qualifié pour, euh, pour ça. Et ouais, il y a ça peut me faire un peu. J'ai déjà eu cette remarque du fait qu'on me dise que je sois lunatique un petit peu des fois, où je peux vite passer à autre chose, mais après ça a toujours été ça dans mon caractère aussi, mais ça peut amplifier aussi certaines phases émotionnelles, comme des moments où ça peut faire des pics de bonheur et des moments où ça peut te faire des chutes aussi, et c'est là où il faut être très cardio, être très endurant, être très voilà, patient, c'est le mot, je pense, patient pour le traitement, de bien s'entourer avec une bonne équipe médicale. On a la chance d'avoir la carte vitale en France, ça c'est vraiment à ne pas négliger. Et faut être bien suivi, et ça revient avec la question d'après, mon avis sur les suivis psychothérapeutiques où bah, j'entends beaucoup de gens parler de leur psy assez librement, je respecte ça beaucoup. Moi, il n'y a jamais rien qui sort de mes séances de psy. Jamais, je suis suivi par la même psy depuis 7 ans, du coup. Et bah, il n'y a pas que elle, j'ai pas vu que elle, mais en l'occurrence, j'ai eu un fil rouge auquel je m'accroche, auquel je me sens bien, où c'est ma safe place quand je vais voir ma psy, et c'est mon moment à moi, et je pense que c'est hyper important d'être suivi par un professionnel, et que pas tous sont compétents, pas tous sont bien alignés avec nous. Il y a des fois, il y a des gens que vous rencontrez que vous n'avez pas le feeling avec, bah, c'est la même chose avec un psy. Il faut avoir le feeling, il faut être bien, pas hésiter à changer, et pas hésiter aussi à laisser le temps aussi aux choses de se mettre en place. Un psy ne va pas vous donner des réponses en une séance, voire vont jamais vous donner de réponse, mais moi je les vois plus comme un soutien, comme une béquille, ces séances de psy, et qui peut me donner des pistes après pour moi évoluer ou régler mes problèmes. Les pistes, super transition. Suis-je un youtubeur confirmé? Je sais pas. Les pistes. Donc on passe à cette partie de la vidéo, donc continuez à s'accrocher encore et encore, pensez aux gens qui vous aiment, il y a forcément des gens qui vous aiment, vous avez toujours quelqu'un, même qui a un peu d'affection. Si vous avez vraiment personne, que vous êtes vraiment seul, n'hésitez pas à appeler des numéros contre la solitude aussi, qui peuvent, c'est un peu maladroit de le dire comme ça, mais voilà, des numéros avec des gens qui peuvent parler avec vous, et accrochez-vous à même de petites choses. Si vous allez toujours dans la même boulangerie le matin, que votre boulanger vous sourit, vous dit bonjour, accrochez-vous à ça. C'est des gens bah voilà, qui sont contents de vous voir, qui sont heureux. Si vous allez, je sais pas, à une salle de sport, que la personne de l'accueil vous sourit, vous dit bonjour, accrochez-vous à ces petites choses, en fait. Toute l'énergie humaine possible,
est bonne à prendre. Il faut s'accrocher, il faut penser vraiment aux gens qui vous aiment, aux gens qui, qui, qui tiennent à vous, qui pensent à vous régulièrement et qui vous veulent du bien. Il y en a forcément dans votre famille, dans vos amis, dans votre couple. Il y en a forcément des gens qui vous veulent du bien. Et si vous n'en avez pas encore trouvé, ça va venir avec la vie. Laissez-vous du temps, accrochez-vous et j'espère pour vous que ça va le faire. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des choses, même si vous n'en avez pas envie, vous forcez, même si on n'y voit pas de sens. À la base, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'actions dans ma vie, où j'en reviendrai quand je vais parler de mon expérience personnelle dans la troisième partie, mais j'ai fait beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens à mes yeux. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Et je me pose pas la question, je le fais quand même parce qu'on m'a conseillé, parce que ça revient à la piste d'après, parce que je me suis entouré de bonnes personnes, parce que je me suis confié aux bonnes personnes. J'ai réussi à ouvrir mon cœur, ouvrez votre cœur, n'hésitez pas avec les personnes en qui vous avez 100% confiance, ça peut être à double tranchant. Si on vous trahit, c'est que c'est les personnes le problème, ce n'est pas vous, qui avez essayé de vous confier à quelqu'un que vous considériez. Donc entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de gens qui vous poussent vers le haut, vous tirent vers le haut, et ne perdez pas ces gens-là, ne lâchez pas ces gens-là, ils vont vous être sans doute très utiles tout au long de votre vie, et nouer des liens très forts avec eux, parce que c'est très important. L'être humain est quelqu'un de, j'allais dire un animal, mais très social, et beaucoup trop d'études ont démontré l'importance sociale, l'importance de ne pas être en état de solitude pour la santé mentale. Entourez-vous autant que possible. Le conseil d'après, la piste d'après, pour évoluer, ce serait de se challenger en permanence, ce serait de toujours essayer de se dépasser. On va le voir aussi dans la troisième partie, où ma phobie sociale, comment je l'ai combattue, je vous en parlerai juste après, ou comment j'ai combattu aussi ma phobie scolaire, ma phobie de l'apprentissage, d'être à un endroit dédié à l'apprentissage, et comment j'ai réussi à passer de phobie sociale à travailler dans le social quand même, ce qui est pas rien, et ça s'est passé par beaucoup de challenges, beaucoup de ok, je me donne ce challenge de bah aujourd'hui je vais dire bonjour, vous allez bien au chauffeur de bus, ou au revoir, bonne journée, que des petits challenges, des petits pas par petits pas, et même si ça va prendre 10 ans, vous allez avancer. Même si vous avancez, au final, un escargot, il finit toujours par franchir la ligne d'arrivée, lentement mais sûrement. Même si vous avez l'impression que vous n'avancez pas, challengez-vous en permanence, ça coûte rien. Et même pour le développement personnel, au-delà des personnes malades, challengez-vous. Challengez-vous encore et encore, et c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça que beaucoup de gens s'améliorent en tout cas. Et donc, ayez confiance en vous, et même si vous comprenez pas trop ce que vous faites, essayez quand même, ça vous coûte rien de lancer des pistes. Je vous dis pas de vous lancer dans la crypto et de tout lâcher, mais des petites choses, comme je l'ai dit, pour combattre par exemple votre timidité, challengez-vous à aller parler à des gens, et ces gens oublieront votre interaction dans les 10 minutes après. La boulangère que vous allez peut-être bégayer pour demander votre baguette, elle aura oublié dans 10 minutes qu'il y a un type qui a bégayé parce qu'elle voit 200 clients dans la matinée. Quelle est l'importance, en fait, de louper, entre guillemets, hein, une interaction sociale aussi banale? Il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir quelqu'un au bar et de lui dire bah excuse-moi, je sais pas quoi prendre, tu viens souvent ici, conseille-moi un cocktail s'il te plaît. Et au pire le gens va dire t'es trop bizarre, le type va dire t'es trop bizarre, casse-toi. Bah c'est pas grave, c'est pas grave, vous êtes tombé sur un con, et vous allez demander à quelqu'un d'autre, et au pire vous demandez au serveur, et dans tous les cas vous auriez fait cette petite action pour combattre. Là je parle de la timidité,
mais ça peut être dans tous les domaines, en fait, hein, au niveau des addictions aussi, se mettre un challenge de ok, ce soir je vais pas boire autant de verres, ou ce soir je vais pas aller au fumoir, machin. C'est plein de petites choses qui vous font avancer. Et cette piste, je pense que c'est peut-être la plus importante à retenir de celle que j'ai notée. Ça revient à celle d'après, hein, chercher à évoluer en tant qu'humain, à avancer, voilà, à progresser, trouver quelque chose où vous avez l'impression de progresser, je sais pas, faites, j'en sais rien, je vous donne des conneries, comme des sudoku, si vous voyez que le premier jour vous galérez au niveau 1, vous voyez qu'il y a des niveaux, et que des grilles avec moins de chiffres donnés, de nombres donnés, révélés au départ, plus vous allez avancer, plus vous allez réussir à en résoudre. Et le sentiment de progression, c'est quelque chose de vital chez l'être humain. C'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger. Vous pouvez trouver ça je vous ai trouvé des sudoku hein, comme exemple, mais évidemment, moi, je l'ai plus trouvé dans le sport, dans le fait de me mettre à la salle de sport. On en reparlera dans la troisième partie de cette vidéo, évidemment. Mais ça peut être dans n'importe quoi. Franchement, challengez-vous et essayez d'avancer. C'est vraiment... Ça peut être un peu vu comme enfoncer des portes ouvertes, mais c'est pas... Je sais que c'est des choses que j'aurais aimé entendre il y a 7 ans, quand je suis tombé en dépression profonde, et où j'étais au plus bas. C'est des choses que j'aurais aimé entendre, donc j'essaie de donner des conseils un peu comme je peux. Et la dernière piste que j'ai trouvée, ce serait de trouver de l'énergie pour se battre dans ce qui vous est cher, se dire que ok, je fais ça pour mon frère, pour ma sœur, je fais ça, je vais me challenger pour cette personne, ou je vais me challenger dans des causes qui nous est importantes, qui peuvent, je sais pas, vous pouvez vous mettre au sport pour votre santé, même, juste votre santé en vrai, ou vous mettre au sport pour des causes comme vous voulez faire un marathon, ou faire une course de charité pour récolter des dons, ou n'importe quoi. Trouver des pistes, chercher les pistes, trouver l'énergie de chercher ces pistes, et c'est ça qui va vous monter, vous pousser vers l'avant. C'est comme ça que vous allez progresser, ne lâchez rien, et même si ça prend 2 mois, même si ça prend 1 an, même si ça prend 10 ans, à un moment, vos efforts vont payer. À un moment. Même si c'est un effort sur 10 faits, il y a un moment où ça va payer. Il y a un moment où vous allez vous sentir mieux grâce à ça. Ou à un moment, vous allez comprendre, ah ouais, c'est vrai que ce que j'ai fait à ce moment-là, pas con, ça m'a aidé dans ma vie. On a fini pour la partie piste, donc on va passer à la troisième partie. J'espère vous avoir aidé déjà avec ces 2 premières parties, hein, ces questions et ces pistes. Ça fait déjà une demi-heure là que j'enregistre. Je vais voir pour faire peut-être un petit peu plus vite, ça aussi au niveau de mon expérience personnelle. Et voilà, bon, tant que c'est authentique, tant que ça vous plaît, moi je suis content. Et même si de toute façon je fais pas cette vidéo pour faire le méga buzz, je fais cette vidéo vraiment pour moi, même pour me revoir dans 10 ans, voir où est-ce que j'en étais, comment est-ce que je pensais à ce moment-là, et que ça peut être peut-être motivant, peut-être voir que j'ai bien évolué, peut-être voir que j'ai mal évolué, et que je puisse essayer d'ajuster par rapport à cette vidéo. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que avant tout, il n'y a pas tout le monde dans mon entourage sait que je souffre de dépression depuis 7 piges. On va commencer par le tout début, où c'était un problème vraiment profond qui était en moi, de timidité profonde, qui revenait à l'école, qui datait de l'école primaire, où voilà, j'ai subi très petit, en plus en maternelle CP, parce qu'après en C1 j'ai changé d'école, et j'ai subi du harcèlement très fort à l'école, où c'était vraiment pas facile. Oh, un mec qui ferme des volets, excusez-moi, j'espère que vous entendez pas. Donc j'ai subi voilà, c'est du harcèlement assez compliqué, que j'ai vécu comme un traumatisme, vous imaginez bien. Ces gens-là, j'ai changé d'école du coup en primaire, et je les ai revus au collège, je les ai retrouvés au collège, certaines de ces personnes. Les revoir, ça m'a fait très peur. Il y a des moments quand même où je me dis que c'est ma faute, que c'est moi qui ai mal pris les interactions sociales qu'on me donnait,
que c'est moi qui avais un problème, que ça a toujours été moi le problème. Et il y a des moments où j'essaie d'être un peu plus lucide, qu'il y a des trucs que j'aurais pu faire mieux, des trucs que j'aurais pu moins bien faire, mais bon, c'est arrivé. On peut pas changer le passé, de toute façon. On peut que euh, arranger le présent pour obtenir un meilleur futur. Donc, ouais, je suis tombé en phobie scolaire et sociale à l'entrée du lycée, donc en seconde, c'est là où tout a commencé. Avant, tout allait un peu bien dans ma vie. Au collège, j'avais des amis, j'étais pas le mec populaire, j'étais plutôt hyper timide, hyper réservé, mais j'avais des bonnes notes, j'avais 16 de moyenne en troisième, j'étais un bon élève, sage, voilà. J'avais pas de... Franchement, j'avais pas de... trop les gens de mon collège, je pense que peut-être certains se souviennent pas de moi du tout, parce que j'étais vraiment un peu invisible niveau quand je me connaissais pas. Mais avec mes amis, j'étais voilà, bien épanoui, je passais des bons moments, j'étais bien, pas forcément bien dans ma peau, mais comme tous les adolescents, comme 90% des adolescents, j'ai envie de vous dire, on passe tous par là. Arrivé au lycée, bon bah il y a un élément déclencheur que je garderai pour moi, mais qui m'a fait me souvenir en gros de ces traumatismes plus profonds, plus profondément ancrés en moi. Et bah j'arrivais plus du jour au lendemain à aller à l'école, j'arrivais plus, je commençais à avoir un peu peur de toutes les interactions dehors, même si ça a toujours été... ma timidité en gros a enflé, quoi, est devenue hyper big, hyper big, et bah j'arrivais plus à mettre un pied au lycée, j'arrivais plus du tout, j'ai fait une semaine, 2 semaines au lycée, un truc comme ça, où bah j'y arrivais plus, et je commençais à déprimer et à m'en vouloir, parce que j'ai toujours été très exigeant envers moi-même, et je me suis toujours un peu mis la pression pour être bon, euh, pour rendre fiers mes parents. Et j'ai toujours mis beaucoup d'importance à ça. Et bon, bah, ma maman aussi, qui étant prof, et je lui jette pas la pierre du tout, hein, me disait que c'était important, bon, évidemment, d'avoir des bonnes notes, bon, bah, comme beaucoup de parents. Mais elle, c'était vraiment très marqué, très important. Donc, ça me tenait beaucoup à cœur de réussir au niveau scolaire. Et le fait de pas pouvoir y aller sans avoir d'explication, parce qu'à ce moment-là, quand t'es dedans, tu comprends rien, tu comprends pas ce qui t'arrive, c'est vraiment très très compliqué, et j'ai fini par m'isoler. Pire chose à faire évidemment quand tu déprimes, tu t'isoles. J'ai fini tout seul chez moi. Il y a eu cet épisode avec ma mère que j'ai raconté dans les parties juste avant, où je commence à vivre chez mon père et avoir un suivi thérapeutique. Donc c'était la pire période, je pense, de ma vie, où j'ai passé un an, une année scolaire, bah, chez moi, seul, à ne pas comprendre ce que je foutais, pas comprendre, perdre goût en tout, comme il y a eu le Covid qui est arrivé 2 ans après, où il y avait la perte de goût, bah, c'était un peu pareil, tu perds le goût en tout en fait, je savais plus le goût en la vie, plus rien ne me rendait heureux, je faisais tout pour oublier à quel point j'étais triste. Je jouais, je mangeais, je cherchais, je mangeais des sucreries encore et encore, chaque petit déj, je m'enfilais des tonnes de sucreries pour essayer de retrouver cette sensation de bonheur de quand tu manges, que j'avais perdu d'un coup et que je ne pouvais pas expliquer. Même moi, je ne pouvais pas l'expliquer à ce moment-là. Je savais pas ce qui m'arrivait. Et on m'a expliqué bon, bah, que on m'avait diagnostiqué dépressif, on a commencé à me prescrire un traitement d'antidépresseur qui, qui a mis du temps à marcher. Comme je l'ai dit, il fallait j'essayais de me donner le temps. Évidemment, bon, j'en ai pas parlé, je dis évidemment, comme c'est pas hyper évident, mais j'ai fait 3 jours à l'hôpital parce que j'avais des pensées euh, euh, suicidaires très importantes, des idées noires qui étaient très importantes. N'hésitez pas évidemment si vous avez des idées un peu noires, un peu nauséabondes, n'hésitez pas à appeler le numéro que je mets en description ou que je mette dans le titre, je vais le mettre quelque part.
N'hésitez pas, il y a toujours des gens qui sont prêts à vous écouter. Et ne faites pas d'erreur. Pensez aux gens qui vous aiment. Et vraiment, la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ne gâchez pas ce plaisir. Vraiment, ne gâchez pas cette chance que vous avez d'être en vie. Et, et ouais, après ces 3 jours à l'hôpital, j'avais toujours des petites pensées un peu noires, mais pas des crises d'angoisse énormes. C'était vraiment c'est vraiment un événement qui a déclenché euh, mon suivi thérapeutique jusqu'à la fin de l'année scolaire. On va avancer un peu, hein, je suis un peu lent, mais jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019, où je rentre en hôpital de jour. Je rentre donc l'hôpital de jour, c'est très explicite dans le nom aussi. Je dors chez moi, je vais à l'hôpital et je rentre chez moi un peu comme si vous alliez à l'école. Moi j'allais à l'hôpital à ce moment-là et aussi personne n'était au courant dans mes amis. Ma famille, bon évidemment était au courant, mais ça me plaisait pas d'ailleurs parce que j'avais l'impression d'être le raté de service, d'être le mec qui rate sa vie, qui perd tous ses moyens et on m'a proposé de reprendre l'école, hein, de redoubler. J'ai pas réussi, franchement j'ai pas réussi. J'ai fait l'école à distance. J'ai fait la seconde à distance, mais l'année d'après, donc l'année 2019-2020. Et j'ai été donc à l'hôpital de jour où je pouvais suivre des cours à distance via le CNED, pour ceux qui connaissent, où c'était pas évident, mais j'étais entouré de gens qui souffraient aussi un peu de manière différente, parce qu'on avait tous des traumatismes différents, mais il y avait des cas un peu similaires aux miens, ce qui a pu m'aider, qui a pu beaucoup m'aider, franchement. J'ai fait 3 années à l'hôpital, et c'était hyper bénéfique. Il y a l'arrivée du Covid entre-temps, pendant que je suis à l'hôpital, hein, parce que j'ai fait 3 années, donc 2019, 2020, 2021, et je crois que, oui, non, 2021 et 2021, décembre 2021, c'est la fin de mes 3 années à l'hôpital, mais entre-temps, il y a le Covid qui arrive, le Covid qui a été quelque chose de fantastique pour moi, sincèrement. Comme vous le saviez, comme vous le savez, je souffrais de phobie sociale et de phobie scolaire, mais la phobie sociale, ce qui faisait que j'étais très souvent enfermé chez moi. Pardon, excusez-moi. Oh là là. J'étais très souvent enfermé chez moi, isolé du monde, mais là, le fait qu'il y ait le Covid, que tout le monde soit confiné, j'avais l'impression d'être comme les autres. Enfin, j'étais pas le seul type à ne pas aller à l'école, à avoir peur du monde, parce qu'à ce moment-là, évidemment, je pense que t'es le seul, qu'il n'y a pas d'autres cas, que tu les vois pas forcément, en fait. Et là, tout le monde était comme moi. J'avais l'impression que j'étais comme les autres. Et j'étais tellement heureux, ça m'a tellement boosté, ça m'a tellement euh, donné de la force, franchement, c'était fantastique. Et juste avant le Covid, j'ai rencontré aussi mon groupe de potes, mes meilleurs amis actuels que j'ai rencontrés grâce à mon meilleur ami, hein, à Igor, si tu passes par là, shout out, petite dédicace. C'est grâce à lui que j'ai rencontré mes meilleurs amis actuels, certains de mes meilleurs amis actuels évidemment, où on a toujours un groupe qui est toujours euh, d'actualité, là même, je sais pas combien d'années après, on est en 2026, donc là je vous raconte ça, ça doit être en 2020, ça fait ouais, 6 ans, 5-6 ans qu'on a le même groupe de potes, fantastique, où c'est vraiment des gens que je considère énormément pour moi, et que c'est vraiment euh, un groupe que j'aime et que je considère comme une famille, que je considère autant euh, comme une famille, je les considère comme des frères et sœurs, et c'est fantastique de rencontrer des gens comme ça, et comme je vous le dis, ça m'a pris 2-3 ans de dépression seul pour rencontrer des gens comme ça, pour avoir cette chance de rencontrer des gens comme ça. Et c'est fantastique. Et c'est ce que je vous dis, ne lâchez rien. Accrochez-vous, parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber, et rencontrer ces gens-là, c'était peut-être la meilleure chose qui puisse m'arriver de toute ma vie et qui m'est jamais arrivée, je pense. J'ai, j'ai aussi rencontré mon premier amour à ce moment-là, donc j'avais 16 ans. J'ai rencontré mon premier amour qui m'a beaucoup beaucoup aidé,
Le fait de tomber amoureux, c'est déjà une sensation hyper bénéfique, hyper sympa, hein. Franchement, c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable, oui, oui. C'est vraiment quelque chose de super qui te rend heureux, qui te rend bien, qui te met bien. Je suis resté 1 an et demi avec cette personne, elle m'a tellement aidé, tellement apporté dans ces moments, dans des moments un peu compliqués pour moi. Me montrer aussi que je peux être aimé, que je peux, que quelqu'un peut m'aimer, c'est fantastique. Parce que moi, à ce moment-là, bah, je pensais, je pensais même pas à ça, je pensais même pas j'imaginais même pas que quelqu'un puisse m'aimer. Tellement ça me paraissait absurde, tellement je me considérais pas. Je pouvais pas concevoir ça, en fait. C'était vraiment un état mental et un état de détresse psychologique vraiment très très avancé, très très fort. Et donc après avoir rencontré ce groupe de potes, ce premier amour, qui a eu le Covid, il y a eu le post-Covid, donc à la sortie du Covid, j'ai réessayé de rentrer dans une école différente avec des gens voilà, donc, qui avaient vécu un peu des choses similaires, une école privée, un lycée privé où j'ai essayé de commencer ma première, mon année de première, parce que l'année de seconde, du coup, je l'avais validée à distance. Et du coup, j'ai essayé de commencer l'année de première, j'ai fait 1 mois où j'y allais, j'allais à l'hôpital, j'y allais 1 fois sur 2 et j'y arrivais pas, c'était trop dur. C'était encore trop dur pour moi, donc je ne pouvais pas. La phobie scolaire était trop importante. Encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à l'exprimer. Et tout le monde a un peu du mal à exprimer cette phobie scolaire. Et c'était. T'as l'impression quand t'es à l'école, d'avoir tellement de pression d'un coup sur toi, alors que c'est l'école, quoi. Hein, c'est pas. C'est vraiment. Il y a plus important dans la vie que l'école. Très sincèrement, et c'est en grandissant que je l'ai appris, que je l'ai compris, que vraiment qu'on pouvait pas je pouvais pas comprendre, moi, les cancres, les mecs qui venaient, qui foutaient rien. Je ne pouvais pas comprendre ça, je ne pouvais pas imaginer ça, mais j'aurais tellement aimé être à leur place, j'aurais tellement aimé être euh, euh, plus plus libre, en fait, dans mes allées et venues à l'école. C'est quelque chose que je pouvais pas comprendre et que j'ai pas eu la chance de comprendre à ce moment-là. Et donc, bon, bah, j'ai un nouvel échec scolaire, ça fait mal de subir ça encore, mais bon, tout le monde était au courant, et les gens de l'école, la principale et tout, étaient hyper, hyper compréhensifs. Comme je vous dis, c'était quelque chose de spécialisé pour les gens qui avaient subi peut-être des traumatismes, c'est pas exactement ça, mais qui sortaient de l'hôpital, qui étaient en lien avec l'hôpital. Et bon, bah, j'ai essayé de prendre un peu des cours à distance, mais c'était compliqué. Donc, bon, mon année de première, pardon, je l'ai fait aussi à distance, sans valider le bac de français. Je l'ai pas passé du tout, mais j'ai validé une année de première. En gros, j'ai le niveau scolaire première, et c'est là que je me suis arrêté. Que je me suis arrêté niveau études. Au niveau au niveau études, ouais, c'est là où je me suis arrêté, pardon. Un moment, en 2021, je suis dans mon lit, et je me, je réfléchis, je me dis, ok, encore une nuit où j'ai du mal à dormir, parce que oui, j'ai eu beaucoup de problèmes d'insomnie, du coup liés à mes angoisses. Et bon, bah, une nuit, je me dis, ok, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Val? Trouve un truc. Et j'ai commencé à adopter un projet de rentrer chez les pompiers. Donc je me suis dit, sincèrement, hein, ça va être peut-être un peu cru, je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, je vais espérer. Signalez pas la team. Je me suis dit, en vrai, t'as envie t'as des idées noires, sur un coup de chance. C'est très dur, hein, de le dire comme ça, et je l'ai jamais dit à mes parents, parce que j'imagine pas leur réaction. Sur un coup de chance, tu peux mourir, tu peux décéder en faisant ton travail, et ton travail, ce serait d'essayer de rendre les gens un peu plus heureux, d'essayer de sauver les gens. Et c'est un métier qui nécessite pas d'études aussi, c'est sur concours.
Donc je me suis lancé là-dedans, une nuit je me suis dit ça, et, euh, et donc je commence à en parler un petit peu autour, et on me dit beaucoup, ah tu sais qu'il faut faire du sport, tu sais que c'est très très sportif comme métier, t'as pas peur un peu du sport, enfin du physique que tu vas devoir afficher, parce que à ce moment-là, je n'avais jamais fait de sport de ma vie, mais vraiment aucun. J'étais au niveau zéro, mais moins un. J'étais au niveau moins un. J'avais fait du sport quand j'étais tout petit. J'avais fait un an de basket par-là, 6 mois de tennis, mais j'étais vraiment pas le mec le plus sportif du monde, quoi. J'étais juste un peu bon au basket et c'est tout. Et franchement, je partais de vraiment très très loin. Je partais de... À ce moment-là, je me souviens même que l'été 2021, j'allais voir comment on appelle, pardon, un kiné, un kiné pour mon dos, parce que j'étais tellement pas musclé au niveau du dos que j'étais obligé d'aller voir un kiné et de faire du renforcement. Tellement j'étais pas musclé au niveau du dos. Que c'est un truc de ouf. J'étais vraiment au niveau -1000. Et bah, j'ai commencé petit à petit, comme je vous l'ai dit dans les conseils, dans les pistes, j'ai commencé à me challenger. Je me suis dit, ok, tous les jours, je vais faire du sport. Donc, faire du sport, c'est hyper relatif à tout le monde. Mais, pardon. Mais, ouais, j'ai commencé à faire 10 pompes dans une journée, j'appelais ça. Ok, j'ai fait mon sport de la journée, c'est bon. Le lendemain, pareil, j'ai toujours une chaise romaine chez moi, où j'ai pu faire des tractions. Hop là, j'ai commencé à faire des tractions très très nulles, hein, évidemment. J'ai commencé à faire du dégressif, etc. Mais bon, j'y connaissais rien en sport à ce moment-là. Je me dis, ok, j'ai fait mon sport de la journée. Je faisais du volley du coup avec mes potes à ce moment-là. Je disais que c'était mon sport de la journée. Je rentrais en courant des fois du stade de volley. Que des petites choses comme ça où je me dis, ok, tous les jours, je vais faire du sport. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vient un moment où je dévoile à mes potes que bah voilà, je veux faire pompier, les gars. À ce moment-là, bah, il y a mon pote Clément, un de mes meilleurs amis, aussi, shout out à toi aussi si tu passes par là, qui me dit bah Val, en septembre, je me mets à la musculation, j'ai trop envie de me mettre à la muscu. Lui, il était vraiment passionné. Viens, on s'y met ensemble, viens, on y va ensemble. Et c'est devenu mon gym bro, comme vous dites, comme disent certains, où c'est devenu voilà mon partenaire d'entraînement. Et il m'a tout appris au début, sincèrement, je ne connaissais rien. Et sans lui, je sais pas comment j'aurais fait au début, en tout cas. Donc vraiment, shout out à Clément encore une fois. Euh, je commence la salle de sport, je mets -1000 kilos aux exercices pour le dos, comme je vous disais, j'avais zéro force dans le dos. Mais à ce moment-là, ça faisait déjà 3 4 mois que je faisais du sport tous les jours, que je faisais des pompes comme je pouvais chez moi, des petites séries d'abdos, des petites séries de gainage, de la course. J'aimais beaucoup beaucoup courir, donc je courais beaucoup. Et le cardio, c'était quelque chose d'assez important chez les pompiers et enfin qui était vraiment demandé au concours d'entrée. Et ouais, j'avais une mini base et avec Clem qui m'aidait beaucoup. Et bon, au même moment, ma relation du coup, ma première relation d'amour se termine. Je suis très triste, mais c'était un mal pour un bien. C'est aussi une des meilleures choses qui me sont arrivées. C'est que ça m'a libéré un peu et je me suis dit, bon, tes potes là, ils savent pas que t'es en dépression, ils savent pas que t'es triste, que tu vas plus à l'école, tu leur mens depuis 2 3 ans, tu leur dis que tu vas à l'école, que tu fais des trucs, c'est pas vrai. Tu sais quoi, dis-leur toute la vérité. Donc j'ai dit la vérité à Clem, j'ai dit la vérité à tous mes meilleurs amis. Je leur ai tous dit, voilà les gars, c'est ma situation depuis 3 ans, je vous ai menti, je suis désolé, mais je me sentais pas de vous en parler. Très bonne réaction de tous à me soutenir, à me dire bah courage, tu vas le faire, ça va aller, on est là pour toi, machin. Tout le monde m'a soutenu, c'était incroyable. Le fait de se mettre dans la routine, d'avoir un projet, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que je me dis ok je vais faire pompier, je veux rentrer là-bas, c'est sur les concours, un peu comme dans un shonen, comme dans un manga. Je me dis ok, je vais travailler pour ça et je vais tout donner pour arriver à cet objectif. Et c'est cool, je vois une perspective dans ma vie, je vois depuis
très longtemps une perspective d'avenir, enfin quelque chose qui pourrait me correspondre. On va voir après si ça m'a correspondu ou pas, mais c'était vraiment euh, une aubaine pour moi, vraiment quelque chose de fou. Euh, et ça m'a euh, tellement apporté de motivation que je suis sorti de la dépression, en fait, j'ai arrêté le suivi à l'hôpital, que j'ai arrêté les médicaments à ce moment-là, malgré la fin de mon premier amour, qui m'a fait beaucoup de mal, mais qui m'a pas fait retomber. Et donc j'ai diminué progressivement avec un suivi évidemment thérapeutique, avec des professionnels de la santé qui me suivaient même à l'hôpital. J'ai diminué progressivement ma consommation de médicaments, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques jusqu'à arrêter totalement et ne plus en consommer du tout. J'ai quand même gardé mon suivi thérapeutique avec ma psy que je vois toujours depuis 7 ans, mais j'ai j'ai réussi à tout arrêter et c'était le prime de ma vie, la meilleure période de ma vie. À partir de décembre, du coup de janvier 2022 à bah, euh, ou c'était 2023, je sais plus trop, je sais plus exactement. Au niveau date, on s'en fout un petit peu. Pendant 2 ans, en fait, j'ai été 2 ans et demi, j'ai été sans médicaments et j'ai été en dehors de la dépression. Il y avait plus cette gorge nouée, j'avais plus ce cœur, mal au cœur, euh, plus de vertige, plus ces trucs-là. J'avais l'impression d'avoir vaincu la dépression et ces 2 années-là étaient les meilleures de ma vie. J'ai travaillé, j'ai, j'ai, j'ai eu mon premier job, j'ai fait un service civique dans le social. C'est là où on rejoint les pistes et les questions des premières parties, des 2 premières parties. J'ai commencé à travailler dans le social pour vaincre ma timidité, pour vaincre ma phobie sociale. Je me suis dit, ok, ça va de mieux en mieux, t'arrives à parler de mieux en mieux aux gens, viens pour vaincre ça pour de bon, travaille dans le social, fais un truc. J'ai fait un service civique où je faisais de la prévention contre les addictions liées au tabac, et j'allais sur les plages et j'allais aborder des gens. Pour un mec en phobie sociale, aller aborder des gens qui la plupart vous recalent et n'ont pas envie de vous voir, je peux vous dire que c'est le meilleur vaccin all time. Que sincèrement, trouvez-moi un meilleur vaccin contre la phobie sociale. C'était un truc de ouf. C'était un métier fantastique que j'ai adoré, très physique, hein, très, très fatigant. Mais euh, quand tu marches plusieurs heures sur le sable à aborder des gens qui te disent non, non, je veux continuer à fumer, non, machin, truc, c'est chaud. C'est un peu. Faut avoir le mental. Mais c'était franchement le meilleur job de ma vie. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il en était des pompiers à ce moment-là. J'ai été refusé, j'ai été recal. Je suis arrivé, j'ai fait un mauvais temps à la piscine pour l'anecdote, mais après au niveau des entretiens, je me suis complètement foiré, je me suis chié dessus, je vous le dis bien gentiment. Je me suis chié dessus, j'ai eu peur, j'ai paniqué, j'ai raconté ma vie, mais j'ai eu peur. J'ai tout il faut, j'ai eu tout faux, tout. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un job comme ça. Après ça, ouais, j'ai retravaillé dans un autre service civique, j'ai fait autre chose, bon, bref, complètement aucun rapport, où j'ai bossé dans le social, pour le coup, pour de vrai, où j'étais dans un pôle social, euh, où du coup j'étais vacciné, j'avais beaucoup plus vacciné, quand je dis vacciné, hein, j'ai vacciné contre le Covid aussi, ouais, mais vacciné contre la phobie sociale. Donc j'ai réussi à renforcer aussi mon côté aller vers les gens, à l'aide de cet autre service civique où voilà, j'étais dans un pôle social, j'aidais les assistantes sociales, je voyais beaucoup de monde tous les jours, j'aidais les gens dans leurs démarches administratives, et à côté de ça, j'ai été dans un centre d'hébergement d'urgence aussi pour personnes sans abri, dans lequel je devais créer des activités, créer du lien avec les gens, avec les usagers, pour voilà, créer un peu de divertissement. Donc c'était une expérience fantastique, encore une fois. Après, je suis allé travailler aussi en Bretagne. Bon, euh, c'est assez anecdotique au service national universel. Et enfin, en revenant de Bretagne, en revenant de travailler là-bas, j'ai réalisé ce qui était à ce moment-là mon rêve, d'intégrer les pompiers volontaires. Évidemment, parce que passer pompier pro directement, c'est compliqué, c'est même très peu probable.
Donc j'intègre les pompiers volontaires et la perspective c'était de devenir pompier professionnel, évidemment. Donc le concours interne se figurait plusieurs années après, parce que il y a un concours tous les X années dans ton département ou dans le département d'à côté, donc souvent je faisais des trajets, je l'ai essayé 2 fois, j'ai essayé de le passer 2 fois, le concours des pompiers professionnels, où j'ai échoué 2 fois, une fois à l'oral, une fois à l'écrit, euh, mais jamais au physique. Parce que j'ai commencé à nager entre temps, hein, à nager un peu vite, à aller à la piscine. Et donc, ouais, je rentre chez les pompiers volontaires, je suis la formation, bon, je suis super content, mais j'arrive à un point de ma vie où je, je, je me dis, un peu comme une sensation de et maintenant, genre, t'es rentré chez les pompiers volontaires, c'est une date avant de rentrer chez les pros, et maintenant, qu'est-ce qui te reste en fait à faire? Parce que ok, toute ta vie tournait autour de ce concours, tout ce que tu essaies de te consolider, tout ce que tu as essayé de créer autour de ta personne, c'était pour ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et j'ai eu une sensation de vide en fait, je comprenais plus vraiment ce que je faisais, et j'ai commencé à douter de si c'était fait pour moi, les pompiers, mais c'était le seul moment où je me sentais vraiment bien. Je prenais plus trop de plaisir à la salle de sport, puisque je voyais moins d'utilité à y aller alors que je suis rentré chez les pompiers. Et ouais, j'avais l'impression d'être au sommet de la montagne et de voir tout ce que j'ai gravi et d'être là, voilà, j'ai plus d'objectif. J'avais plus d'objectif. C'est ça le gros problème, je pense. Et malheureusement, je suis retombé en état dépressif. J'ai eu des pensées très, très compliquées à un moment. Ce qui n'arrangeait pas aussi, je me suis fait larguer par ma copine de l'époque. C'était un peu une sorte de déclencheur, mais comme je vous le dis, ça n'a jamais été un problème, hein. Ma maladie et mes relations, ça n'a jamais été un sujet dans aucune de mes relations. Mais pour le coup, ça a été un déclencheur, et donc j'ai refait 1 ou 2 nuits à l'hôpital parce que j'avais des pensées extrêmes, pour ne pas dire les mots interdits par YouTube, je crois. Euh, ça a été une longue descente aux enfers, où voilà, je trouvais plus de goût à rien, et où je suis redescendu il y a bientôt 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans là maintenant que c'est arrivé ça. Donc voilà, entre temps j'essaye toujours de me challenger. Bon, entre temps je l'ai pas dit, mais j'ai bossé pendant 2 ans dans une salle de sport aussi, dans la salle de sport où j'allais. Mais je j'allais pas vous faire un CV de toute façon pendant ce podcast, c'est pas le but. Mais je suis retombé petit à petit. Et me voilà ici aujourd'hui devant vous, à essayer de trouver des choses qui m'animent, à essayer de trouver des, des choses, voilà, des, de l'essence en fait. Et en ce moment, j'ai fait un bilan de compétences, voilà, pour voir un peu où est-ce que j'en suis dans ma vie, ce que je peux faire, les opportunités qu'il peut y avoir pour moi. Et ça se passe bien. Et j'ai essayé de me retrouver des nouveaux challenges. J'ai arrêté l'hypertrophie euh, pour faire de la force athlétique, pour faire du powerlifting, pour avoir de nouveaux buts, en fait, de nouveaux challenges, parce que les questions, enfin pardon, les pistes que je vous ai dit au début, j'essaie de me les appliquer à moi-même. Euh, J'essaye d'appliquer ce que je pense pertinent à moi-même. Et il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Mais je continue à m'accrocher. Les nuits sont un peu remuées, un peu compliquées. Voilà, je fais des rêves toutes les nuits. Je me souviens de mes rêves toutes les nuits. Et ouais, c'est pas évident tous les jours. J'ai toujours des idées un peu noires qui surviennent. Mais j'arrive à, à me donner un peu l'impression que j'avance, à me donner l'impression que tout ce que je fais est pas nul, à avoir un peu confiance en moi.
j'arrive à avancer, à trouver de l'énergie pour avancer, trouver du carburant dans les petites choses. Et je pense que c'est le plus important. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui m'aiment autour de moi, des gens fantastiques, de connaître des amis en or, d'avoir une famille qui m'aime, d'avoir cette seconde famille d'amis qui m'aiment aussi. Et je ferai tout pour être heureux avec eux, en fait, pour aimer ma vie avec eux, avec vous, si vous regardez cette vidéo. Et bah, je vais tout faire pour. Et je vais continuer à me battre pour. C'est là où on en est aujourd'hui. Et j'avais besoin de faire cette vidéo, voilà, pour vous montrer un peu qui je suis vraiment, pour me dévoiler un peu, pas tout garder pour moi, pas m'isoler, pas... Voilà, c'est quelque chose qui peut m'apporter, peut-être ça m'apportera rien. C'est pas grave, on verra. On essaie, on jette des bouteilles à la mer en permanence, et c'est un peu ça, la dépression, tu jettes des bouteilles à la mer encore et encore, et t'essayes de marcher contre le vent, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais voilà, rien à voir. Mais j'ai deux trois idées de concept. J'aimerais bien interviewer mes potes comme si c'était des stars. Mais c'est pas des stars. Ça peut être très drôle. Non, vous pensez pas? C'est pas grave. Moi, je trouve ça plutôt marrant comme concept. Donc je vais le faire. Je vais aussi faire j'aimerais bien faire une petite vidéo. Des vidéos podcast comme ça, sans montage, sans truc. C'est ce que je consomme le plus. Donc continue à faire ça. Continue à produire ça. Ça peut être top. Et j'aimerais bien faire une petite vidéo. Comment draguer quand t'es un mec mid, quand t'es pas hyper beau gosse, que je suis pas Brad Pitt, hein, les gars, je suis pas Brad Pitt dans Fight Club, si vous avez pas remarqué. Je suis pas spécialement beau gosse, mais comment réussir à séduire malgré le manque de confiance, et vous verrez que la confiance c'est la clé à beaucoup de choses dans la vie. Sur ce, merci de m'avoir écouté, hein. Franchement ça fait 1h03 que j'enregistre. Franchement, ça m'a fait du bien de me livrer comme ça, même si personne regardera cette vidéo. Si ça se trouve, je suis content de l'avoir fait, de l'avoir produit. Et j'ai essayé d'avoir une petite qualité audio top du top. Dites-moi voilà ce que si jamais vous avez des questions en commentaire, évidemment. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à envoyer un commentaire. De toute façon, j'active les notifs et je reste à l'affût. Je vous laisse sur ce. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça me fait super plaisir, la team. Et on se retrouve pour un autre podcast. J'espère très vite. Très très vite. Gros bisous, la team. Ciao, ciao. Je dis au revoir comme un crabe.